Il pleure sans raison dans ce cœur qui s'écœure. C'est bien la pire peine de ne savoir pourquoi, sans amour et sans haine, mon cœur a tant de peine. Place à un enfant terrible, ou plutôt devrais-je dire un enfant maudit, qui figure parmi les plus grands noms de son temps. Baudelaire, Rimbaud, Victor Hugo ou encore Apollinaire. Le sien sonne avec élégance et pour certains lui donne l'image d'un poète modèle. Pourtant, Paul-Marie Verlaine reste bien celui qui a connu tous les travers et tous les vices. Alcoolisme, immoralité, violence en tout genre, sexualité débridée ainsi qu'une attirance pour les hommes qui était une faute impardonnable pour l'époque. Jusqu'à son dernier souffle, ce rêveur ne cessera de se chercher à travers les autres, lui qui était déchiré entre une tendresse enfantine et des démons pervers. Il passera ses 52 années sur Terre dans une décadence qui fera de lui un des plus grands poètes que la France ait pu connaître. C'est en Lorraine qu'il voit le jour et plus précisément à Metz en 1844. Ses parents le prénomment Paul-Marie en reconnaissance à la Vierge Marie. Longtemps restés sans enfant, ils ont adopté comme nièce une orpheline du nom d'Elisa qui sera pour leur fils une grande sœur pleine d'indulgence. Paul est un enfant sensible et nerveux, il est néanmoins choyé par les femmes et excessivement gâté. Malgré ce havre de bonheur, sa mère fut touchée par 3 fausses couches et prit l'idée étrange de garder les fœtus dans des bocaux, histoire d'avoir leur présence et de leur faire la conversation. Voilà un spectacle pour le moins glauque et morbide auquel assiste ce gosse. Dès ses 7 ans, sa famille quitte alors Metz et s'installe dans le quartier des Batignolles à Paris pour le besoin de la carrière militaire de son père. Quelques années de pensionnat font du garçon pudique et discret un adolescent difficile, ce qui ne l'empêchera pas d'envoyer ses premiers vers à un certain Victor Hugo à l'âge de 14 ans. Il enchaînera par la suite des études médiocres au lycée Condorcet avant de renoncer à du droit à l'université. Sa famille lui préconise une profession bourgeoise, alors comme la plupart des écrivains français de ce temps-là, il entre dans les services municipaux, ce qui lui laissera tout le temps de fréquenter les cercles littéraires pour se livrer sans retenue à la poésie. Grâce à l'héritage de son père, décédé à ses 21 ans, il peut jouir d'une existence confortable. Il prend l'habitude de flâner de toutes les manières en côtoyant les cabarets, les maisons closes ainsi que les bars qui n'arrêtent pas de lui faire les yeux doux. Côté sentimental, c'est le grand amour, malheureusement, il est impossible. Le pauvre Paul est épris de sa cousine, Elisa Moncombe, avec laquelle il a partagé son enfance. Verlaine a du mal à accepter le mariage de celle-ci, pourtant elle l'aidera financièrement à publier à compte d'auteur sa première œuvre. Malheureusement, sa mort en couche déclenchera chez lui une immense dépression et le plongera définitivement dans l'alcool. Alors après être rentré dans le bain de l'écriture et de la tristesse, il publiera Les Fêtes galantes 2 ans plus tard à l'âge de 25 ans. Dans ce second recueil, le style est plus affirmé et les vers plus délicats. De nombreux écrivains en feront l'éloge, dont Victor Hugo, sa plus grande idole. Mais malgré ce succès retentissant, c'est à cette période qu'il va commencer à dépasser les bornes avec sa mère. Il ira jusqu'à tenter de l'étrangler à 2 reprises. Il entretiendra une relation violente avec elle tout le restant de sa vie. Sa chère maman le pardonne et pour tenter de calmer les crises de son fils, elle songe donc à un mariage. Ça tombe bien, car il rencontre au même moment une jeune fille de 16 ans pour qui il a le béguin. Elle est pure, elle est délicate et gracieuse, elle s'appelle Mathilde Mottet et représente pour lui l'ange qu'il lui fallait dans sa vie. Les 2 jeunes gens finissent donc par se marier en 1870 malgré leurs grandes différences d'âge. Ils s'installent ensemble et Verlaine rêve alors d'apaisement. Il ambitionne d'avoir un foyer heureux. Il lui fait un enfant, assez rapidement même, mais la grossesse la rend laide et Verlaine se désintéresse finalement assez rapidement d'elle. Au moins j'avais envie d'aller prendre l'air. Il se saoule à l'absinthe en sortant du travail, il rentre tard, n'enlève même pas ses chaussures avant de grimper sur le lit pour finalement violer la pauvre Mathilde en grognant avant de s'endormir. La même année, une grande secousse ébranle le pays, et par la même occasion sa vie.
La France est opposée à une coalition d'États allemands dirigée par la Prusse. C'est la guerre et la France la perd un an plus tard. Le territoire se fait donc occuper par l'ennemi et c'est à ce moment-là que se crée la Commune de Paris. Pendant les 2 mois de cette période, notre poète devient communard et perd son poste de fonctionnaire. Il se voit donc contraint d'emménager chez les parents de sa femme et ça ne l'arrange guère, sans faire de jeu de mots. Les disputes éclatent donc de plus belle et les vieilles blessures se réouvrent. Autant dire qu'il a besoin d'air, il sera servi par un torrent. Quelques semaines après, un provincial de moins de 17 ans venu de Charleville foule les pavés de la capitale. C'est la 3e fois qu'il fugue de chez lui et il compte bien profiter de la ville lumière. Et oui, vous l'aurez reconnu, c'est bien le mythique Arthur Rimbaud. En lui, tout est force, indépendance et poésie. « Venez, chère grande dame, on vous réclame, on vous attend », lui avait écrit Verlaine, qui recevait quelques jours plus tôt des vers de cet inconnu qui souhaitait le rencontrer. Après quelques temps d'un compagnonnage poétique innocent, les 2 tourtereaux tombent vite dans la fausse passion. Leur talent pour faire résonner les mots et ingurgiter de l'alcool vont faire des étincelles. Ça l'inspire pour écrire le célèbre ouvrage « Romance sans parole ». Les 2 tourtereaux en question sont vraiment sales et dégoûtants. On dirait 2 écoliers hilars dans une géante cour de récréation. 2 poissards égarés au cœur de la haute société parisienne. Et quant à l'ivresse de la chair, ils ne vont pas tarder à la goûter ensemble. Pendant quelques mois, le binôme vit un ménage destructeur avec Mathilde où la consommation massive d'absinthe joue un rôle important. Justement, ses relations avec elle se détériorent sérieusement tandis que la compagnie de son amant ardennais efface tous ses tourments. Avec lui, il oublie sa hargne et ses atroces colères. Parce que des atrocités, il en a commis, ça c'est clair. Non, ce n'est pas drôle. En parlant du Rimbe, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il est plutôt survolté et incontrôlable. Il a le chic pour choquer et provoquer scandale sur scandale. Il passe ses journées à dormir et rejoindre Paul pour se saouler. Il foutra même la grosse pagaille au cœur des cercles littéraires où se côtoient des hommes de lettres reconnus. Je parle d'auteurs comme Léon Valade, Théodore de Banville et même Charles Cros. Et vous entendez cet homme lire son poème. Non mais, c'est de la merde authentique. Leur relation est connue pour avoir été relativement violente et le moins qu'on puisse dire c'est qu'ils honorent comme il se doit cette réputation. En fait, ils s'épanouissaient à travers le dépassement des limites. Ils se battaient en général à coups de torgnole, de gifles et de poings, mais parfois ça ne leur suffisait pas. Ils allaient même jusqu'à se battre au couteau, ils ont même souvent boité à cause de blessures quelquefois graves qu'ils s'infligeaient. Mais toutes ces péripéties ne suffisent plus à l'époux infernal. Lui, il a la bougeotte et sait très bien y faire pour que son compagnon mette la main au porte-monnaie. Il a clairement un pouvoir sur lui et l'utilise à bon escient, ce qui lui permet de convaincre facilement Verlaine de partir en voyage avec lui pour explorer l'Angleterre et la Belgique. Avec la rente de son père décédé il y a quelques années, ils vivent confortablement, mais cette effervescence va bientôt s'estomper. Il doit vite donner des cours de français pour ne pas tomber dans la misère. De plus, le petit génie arrive de moins en moins à supporter les incessantes lamentations de son compagnon de route à propos de sa femme. Ce qui est sûr, c'est qu'elle est plutôt longue à la détente. La pauvre enfant vient à peine de se rendre compte de l'homosexualité de son mari. Toujours est-il que la demande de divorce crée des sacrées tensions chez les 2 poètes, jusqu'à ce jour fatidique de 1873 où Rimbaud craque à Bruxelles. Tu m'abandonnes à Londres, ensuite tu me fais revenir à Bruxelles où tu veux que je traîne? En attendant que tu décides si oui ou non tu vas quitter ta femme, t'engager dans l'armée ou encore te suicider. Et comme tu n'as pas le courage d'aller une fois jusqu'au bout, comme c'était prévisible, tu voudrais que je retourne à Londres avec toi? Il décide de quitter son amant et de l'abandonner à son triste sort. Verlaine sortira son revolver acheté quelques heures plus tôt et tirera 2 balles. L'une ira dans le plancher, mais l'autre se logera dans le bras de Rimbaud. Et voici que ces coups de feu claquent comme le plus fameux baiser que ces 2 amants se soient jamais donné.
Il sera aussitôt condamné à 2 ans de prison pour tentative de meurtre et pédérastie par le tribunal correctionnel de Bruxelles. Contrairement à Rimbaud qui prêchait l'idée de se faire voyant par un long, lent et raisonné dérèglement de tous les sens, notre prisonnier va se réfugier dans la religion et à défaut de se faire voyant, il se fera croyant derrière les barreaux. Il se retrouvera en tête-à-tête avec Dieu pour écrire son prochain ouvrage le plus pétri d'humanité, Sagesse. L'adolescent précoce composera quant à lui ses 2 plus belles partitions, Les Illuminations et Une saison en enfer. À sa sortie 2 ans plus tard, en 1875, personne n'attend Paul à l'exception de sa mère, toujours aussi fidèle. Pendant qu'il purgeait sa peine, sa femme a obtenu le divorce et ses amis parisiens l'ont oublié. Une fois revenu en société, il se sent trop faible pour vivre seul, alors instinctivement il se tournera vers son démon qu'il verra à Stuttgart en Allemagne. Leur revoyure tournera mal et après avoir bu quelques verres ensemble, les 2 plus grands poètes de leur époque en viendront aux mains très brutalement. À tel point que Verlaine finira assommé par terre, à moitié inconscient après avoir pris une sévère correction de son ex-amant. Il restera inanimé toute la nuit jusqu'à ce qu'un passant vienne s'occuper de lui le lendemain matin. Après cette dernière entrevue des plus agressives, ils ne se reverront plus jamais de leur vie. Paul ira donner des cours de français en Angleterre ainsi qu'en France, et après la passion, place à l'amour. Paul va s'enticher d'un de ses élèves, un certain Lucien Létinois. Il s'installera avec lui dans les Ardennes et vivra une idylle de quelques années écourtée malheureusement par son décès prématuré. En effet, le jeune garçon succombe subitement à la fièvre typhoïde. Cette disparition tragique le fera hurler de douleur. Il retournera vivre avec sa mère, mais les disputes se multiplieront et il commettra un acte abominable en tentant une énième fois de l'étrangler. Il sera donc placé en détention pendant 1 mois pour voies de fait et menaces de mort. Sauf que cette fois, sa chère maman ne sera plus là pour l'attendre à sa sortie. Elle aussi l'abandonne et elle mourra 1 an plus tard. Privé de son dernier soutien, c'en est trop pour cet homme croulant sous le poids des deuils. Il est sur la pente descendante et commence petit à petit à devenir l'ombre de son ombre. Il est totalement ruiné et sombre dans l'ivrognerie et la pédérastie. Ironie du sort, c'est quand il est au plus mal qu'il commence enfin à être reconnu pour son art. Après 10 ans d'un exil forcé hors de la capitale, il renoue avec quelques rares amis fidèles, mais la vie littéraire et les salons parisiens ont bien changé. Tout comme lui d'ailleurs, qui est devenu l'homme du repentir, avançant à reculons. Toutefois, la nouvelle génération adule le célèbre Monsieur Verlaine qui sera même surnommé Prince des poètes par une revue. Il deviendra une figure typique du quartier latin même si le vieil homme au regard solennel a vraiment l'allure d'un clochard dépravé. Il est toujours entouré d'une meute de parasites composée d'étudiants ou de prostituées. D'autant plus qu'il s'attable avec n'importe qui, il suffit de lui payer une absinthe pour devenir son ami. En parallèle, il écrit toujours mais sa force poétique se fissure et son talent s'éteint à petit feu. Il faut tout de même pas oublier par contre que c'est lui qui fera connaître l'illustre Arthur Rimbaud en transmettant la plupart de ses poèmes à des éditeurs. Le voyageur aux semelles de vent lui doit bien ça car il serait resté un bel inconnu de nos jours. Verlaine continuera quant à lui d'écrire un peu, si on peut appeler ça écrire. On peut parler de la tragique dépravation d'un vieillard qui met à nu ses perversités pour gagner quelques francs qui lui permettront de se payer une absinthe pour son cercueil. Petit à petit, la durée de ses séjours au café diminue et ce qu'il fait à l'hôpital s'allonge. Il souffre de diabète, d'ulcères et de syphilis et mourra finalement d'une pneumonie aiguë le 8 janvier 1896 à l'âge de 51 ans. Triste fin pour ce grand monsieur de la littérature. Que ce soit de la religion au blasphème, de la crade médiocrité au génie raffiné, de l'homme à la femme, ce décadent ne savait pas qui il était et c'est de cette instabilité fondamentale que lui venait son inspiration. Il avait la particularité de se jeter docilement dans les bras de tous les dangers et toute sa force résidait dans sa faiblesse. C'est un peu le Patrick Devers de la poésie. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pauvre connard! Quoi qu'il en soit, pour ceux qui n'ont pas encore lu la poésie de Verlaine, je vous invite tout de même à la découvrir et je vous dis à la prochaine dans Les Enfants Terribles. Les sanglots longs des violons de l'automne bercent mon cœur d'une langueur monotone.